1, 2, c'est parti. Donc, rebonjour à toutes et tous. Merci au Centre d'études Spirit Fraternité de m'avoir invité. En cette période de Covid, je crois que la circonstance qui revêt l'importance de savoir si notre âme survit ou pas à la mort du corps physique est tout à fait opportune et importante. Nombreux sont ceux qui, de près ou de loin, ont eu l'occasion ou le malheur de perdre quelqu'un de proche. Aujourd'hui, donc, je vais essayer d'apporter des éléments de preuve de la survivance de notre âme. Suivant. Transparent suivant, s'il vous plaît. J'essaie. 2 secondes. Voilà. Je vais continuer. À vrai dire, quel serait l'intérêt de savoir si notre âme survit ou pas? Qu'est-ce que cela pourrait bien changer dans notre vie? C'est ce que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui à travers cet exposé. Il faut savoir qu'en réalité, depuis très longtemps, l'homme en général a toujours cherché à savoir s'il existait une réalité autre que la matière. Il y a bien longtemps, il y avait la croyance aux dieux multiples qui gouvernent le monde, des dieux qui étaient là de toute éternité. L'homme serait-il, comme le pensaient les anciens, un jouet aux mains de ces dieux? Ensuite est apparue l'idée d'un Dieu unique, même si de nos jours on pourrait se demander si, toute croyance confondue, nous prions tous le même Dieu. Au-delà, sans jeu de mots, de la croyance en Dieu, nous pouvons nous demander ce qu'il en est à proprement parler de l'homme. Possède-t-il une âme ou pas? À quoi serait-il destiné? Y aurait-il une résurrection des corps comme le pensent certains à la fin des temps? L'homme survivrait-il à la mort de son corps physique, du moins sa conscience ou son âme? Si oui, quelle serait sa destinée, comme nous dirait si bien Léon Denis? Autant de questions que l'on pourrait se poser et qui, dans l'affirmative, en amèneraient beaucoup d'autres. Tout naturellement, pour avoir l'idée de se poser ce genre de questions, encore faudrait-il avoir la conviction que notre âme ou conscience existe et survit à la mort de notre corps physique. C'est justement ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui à travers différents exemples et essayer d'apporter des éléments de réponse à cette question brûlante. Nous pouvons d'abord constater que généralement, la croyance en Dieu a fortement chuté depuis l'arrivée de l'instruction et des sciences modernes. À cela, il faut ajouter que les abus et les dogmes religieux dépassés n'ont fait qu'accentuer ce phénomène. Encore faudrait-il s'entendre sur ce que représente exactement Dieu, car sa conception peut grandement varier d'une personne à l'autre. C'est ainsi, par exemple, que lorsque je reçois des personnes dans mon Soir Spirit, au départ, je demandais s'ils croyaient en Dieu et j'avais régulièrement non comme réponse. Et puis alors, j'ai commencé à approfondir la question et je me suis rendu compte que certains s'imaginaient, toujours comme dans les anciennes croyances, que Dieu était un vieillard assis sur un trône quelque part dans le ciel. Donc, j'ai précisé ma question et là, alors les réponses étaient beaucoup plus ouvertes à une croyance en Dieu. Donc, les dogmes et les buts et les abus religieux ont fait perdre la croyance en Dieu. Ça a laissé la place. Cela, on pourrait considérer que ça a été dû à l'ignorance des peuples, ce qui a donné naissance à une fameuse phrase que Dieu était l'opium du peuple. De plus, il faut savoir aussi que le manque de preuves tangibles de prime abord de l'existence d'un Dieu qui nous aurait promis une vie éternelle et les progrès de la science moderne qui a démontré l'ineptie de certains dogmes a en quelque sorte créé un rejet des religions au profit d'une soif exagérée des biens matériels, considérant que de toute façon, après nous, c'était le néant. Cette vision trop matérialiste a eu pour conséquence d'accentuer l'égoïsme de certains, ainsi que la direction chaotique qu'a pris notre société actuelle. Pourtant, celui qui veut bien chercher, celui que le sujet intéresse vraiment, peut se rendre compte que de nombreux éléments tenteraient à prouver l'existence d'une vie après la vie, de quelque chose qui nous dépasse. Pour certains, donc, tout serait fini à la mort, ce serait le néant. Pour d'autres, il s'agirait simplement d'un changement d'état, d'une continuation sur un autre plan, dans une autre dimension. Qu'en serait-il exactement? Si de prime abord l'existence en Dieu nous semble difficile à démontrer, par contre, il y a des faits et de nombreux témoignages en faveur de la survivance de l'âme, de notre conscience, indépendante de l'espace et du temps.
De son côté, la science qui était censée étudier le monde qui nous entoure sous toutes ses formes et sous tous ses aspects, sans idées préconçues, s'est malheureusement enfermée dans des postulats qui sont progressivement devenus des dogmes réductionnistes. À tel point que certains chercheurs, et j'en connais, qui s'intéressent à la conscience, n'avaient plus qu'une idée, c'était de prouver qu'elle était simplement le résultat de l'activité de notre cerveau, fermant ainsi la porte à une dimension spirituelle de notre être. Nous pouvons d'ailleurs nous demander si, d'une forme d'obscurantisme, nous ne serions pas tombés dans un autre. À vrai dire, généralement, tout ce qui n'est pas palpable par nos cinq sens est considéré comme inexistant. Cette perception des choses pouvait être compréhensible il y a quelque temps encore, mais n'est plus concevable aujourd'hui. En effet, grâce au progrès de la science et de la technologie, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de choses que nous ne percevons pas et qu'elles sont beaucoup plus vastes que celles que nous percevons. Nous avons autour de nous, à titre d'exemple, les radios, les télévisions, les téléphones mobiles, les appareils médicaux ou bien d'autres choses encore. Grâce à la technologie, nous avons découvert les ultrasons, les infrarouges, les radiations, les ondes électromagnétiques. Tout cela fait partie à présent de notre quotidien. Nous ne le voyons pas, mais c'est pourtant bel et bien devenu une réalité. N'est-ce pas là le plus bel exemple que nos cinq sens sont tout simplement limités? Et qu'est-ce qui empêcherait certaines personnes d'avoir des perceptions autres que celles que la matière nous offre? Et je dirais même, on peut se demander, pour ne pas dire confirmer, que ce que l'on a découvert au jour d'aujourd'hui n'est encore rien à côté de ce qui nous reste à découvrir. Et il est probable que la technologie nous permettra un jour de démontrer la réalité de l'au-delà. Pour en revenir à notre sujet, nous allons voir que le nombre et la variété de preuves ne manquent pas. Mais apporter les preuves de la survivance de l'âme n'est pas chose aisée. Alors Kardec ne nous démentira pas. Par expérience, ce qui est considéré comme une preuve pour les uns ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Il restera donc à chacun d'entre vous de vous faire votre propre opinion. Actuellement encore, ceux qui défendent l'idée d'une conscience indépendante du corps vont à subir les sarcasmes de certaines personnes, mais au vu des études sérieuses qui ont été menées depuis peu, l'heure semble enfin venir pour que ces réalités soient mises à disposition de tout un chacun grâce à une littérature de plus en plus abondante. Personnellement, plus le temps passe, et plus j'ai le sentiment que cette même science, qui a démontré l'absurdité de certains dogmes et croyances, qui a en très grande partie mis en doute l'existence de Dieu, à l'insu de son plein gré, va elle-même contribuer à apporter les preuves d'une réalité autre que la matière. Une réalité qui dépasse encore actuellement notre entendement, une réalité qui sera bien plus belle encore, je pense, que l'on puisse s'imaginer. Aujourd'hui donc, si vous en doutiez, vous allez pouvoir constater que de nombreux éléments de preuve de différentes sources et dans différents domaines ne cessent de s'accumuler en faveur de l'existence de l'âme. Des preuves non pas basées sur des dogmes ou une foi aveugle, mais basées sur des faits longuement étudiés de façon scientifique et rigoureuse. Avant d'aborder le sujet de ce jour, je dois vous dire que la matière est tellement vaste que j'ai dû faire des choix, faire des sélections, et je ne pourrais tout expliquer et tout exposer aujourd'hui. Nous pouvons constater que depuis l'apparition, sans jeu de mots, des phénomènes spirites, la recherche scientifique dans le domaine de la survivance n'a pas arrêté depuis près de 2 siècles. C'est une réflexion que je me suis faite tout dernièrement, c'est que précédemment, bien sûr, il y avait la croyance à l'au-delà qui était mélangée à beaucoup de rituels, de superstitions, d'allégories. Au jour d'aujourd'hui, depuis l'apparition de la philosophie spirite, eh bien, de nombreux scientifiques ont étudié et continuent à étudier tout ce qui sort du cadre normal de la matière. C'est ainsi qu'une nombreuse littérature a fait son apparition, une littérature qui apporte de nombreux éléments de preuve, qui est abondante pour ne pas dire surabondante. Bien sûr, tout n'est pas à prendre pour argent comptant,
Mais le nombre de témoignages et le sérieux de certaines de ces études ne laissent planer pour moi aucun doute. Nous avons bien l'éternité devant nous, si ce n'est aujourd'hui pour notre petite conférence. Pour faciliter les choses, donc, j'ai classé les éléments de preuve dans des catégories ou types. J'ai fait une classification qui me semblait être judicieuse. Maintenant, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Je ne ferai pas non plus de très longue énumération de cas ou d'exemples. Je présenterai juste quelques-uns pour les catégories qui semblent les plus intéressantes. J'invite donc celles et ceux qui voudraient faire leur recherche personnelle de regarder les références auxquelles je ferai allusion tout au cours de cet exposé. Transparent, s'il vous plaît. J'ai personnellement classifié les éléments de preuve dans les catégories suivantes: vision et témoignage, expérience aux frontières de la mort, que ce soit chez les adultes et chez les enfants, ça a une très grande importance, comme vous aurez l'occasion de le voir. La médiumnité dans un sens général, ensuite la réincarnation, et puis l'obsession et l'incorporation, les états modifiés de conscience, la matérialisation, la transcommunication instrumentale, la nombreuse littérature et les témoignages de scientifiques contemporains et passés, et le raisonnement logique, si cher à Allan Kardec. Suivant, s'il vous plaît. Commençons tout d'abord par les visions et témoignages. Je reprendrai ici brièvement deux cas, tous les deux extraits des phénomènes psychiques au moment de la mort d'Erzano, ethnologue. Le premier cas concerne une dame d'un certain âge qui est décédée. Il reprend le témoignage de la servante, de la couturière, qui sont restés en permanence auprès de la malade, ainsi que Marie qui est arrivée sur la fin. La dame est décédée donc sans avoir perdu un seul instant sa lucidité. Ça, c'est très important de noter. Sur son lit de mort, elle a vu ce qu'elle appelait un ange, elle a entrevu ce qu'elle appelait un coin de voile radieux de l'autre monde, et au moment de sa mort, elle a aperçu sa maman. Voici donc le récit. Elle levait les yeux au plafond et disait « Qu'est-ce que c'est beau ce qui m'attend ?» Celui qui a un peu lu la philosophie spirite peut se rendre compte que, au vu de la perception de la dame ici, c'est une personne qui devait être charitable, puisque nous savons très bien qu'en fonction de la façon dont nous allons mener notre vie, les circonstances qui nous attendent de l'autre côté vont dépendre de celle-ci. Ensuite, elle nous dit « mes amis, voici un ange là à ma gauche, mais c'est curieux, il n'a pas d'aile. » Là, c'est aussi important de noter qu'on remarque qu'elle a toute sa lucidité. De par son éducation religieuse, on lui avait représenté des anges avec des ailes, et ici, elle dit clairement ce qu'elle perçoit comme un ange n'a pas d'ailes. Donc, elle est très lucide puisqu'elle analyse ce qu'elle reçoit et ce qu'elle perçoit comme information. Un peu plus loin, elle nous dit ceci: « Maman, cette vision lui donnait de la joie au milieu de ses souffrances. » Là aussi, on constate que lorsque l'âme, la conscience se détache progressivement du corps physique pour percevoir des choses agréables qui l'attendent, eh bien, il y a comme un détachement des sensations physiques qui permet de ne plus ressentir par moment la souffrance du corps physique qui est en train d'arriver à son terme. Ensuite, le mari poursuit. Elle ne pouvait plus parler depuis plusieurs heures, mais elle avait sa pleine conscience. Tout d'un coup, elle a dit d'une voix claire « Maman », et ce fut tout. C'était là ses dernières paroles. Donc, on remarque également qu'en fin de vie, dans certains cas, les personnes attrapent des perceptions, la médiumnité, telles que la vision, qui peut également survenir dans des maladies graves ou suite à un choc émotionnel. Le deuxième cas est extrait de mes livres, donc, c'est une petite fille qui s'appelle Daisy. Ce qui est tout à fait remarquable ici, c'est la durée inaccoutumée et la lucidité extraordinaire de ses visions et de ses révélations. Voici donc le récit. Tombée gravement malade, cette petite fille avait pressenti sa fin, malgré donc les pronostics favorables des médecins. Donc la science matérialiste voit un aspect des choses, cette petite fille qui a attrapé les perceptions voit d'autres paramètres qui interviennent et elle sentait pour elle que c'était la fin. 3 jours avant son décès, donc, elle était devenue clairvoyante.
Elle a eu l'occasion de voir son frère décédé et lui demanda si elle pouvait, à l'occasion, elle pourrait revenir consoler ses parents. Après un moment, elle ajouta: mon frère me dit que la chose est possible, mais que vous ne saurez pas que je suis présente. Un autre point important dans cette histoire, c'est que 2 jours avant qu'elle ne meure, le directeur de l'école était venu lui rendre visite, et là, elle lui parla calmement, avec sérénité. Elle parlait de son départ et envoyait un adieu à ses compagnons de classe. Soit dit en passant, nous avons eu le même cas dans notre village ici. Nous avons eu une petite fille de 9 ans qui était consciente de son départ et qui a eu l'occasion de dire à ses parents qu'elle allait partir et qui a demandé qu'on fasse aussi ses adieux à ses compagnons de classe. Je reviens donc ici à la petite Daisy et elle a donné dans cet état comme ça de lucidité quelques instants avant son départ des informations sur le monde spirituel. Elle nous dit par exemple que l'on communique par la pensée, que nous ne pouvons pas voir les esprits mais que parfois on les voit, que quand on les perçoit, c'est comme si les murs de sa chambre disparaissaient et que sa vue s'étendait à l'infini. Et là, on retrouve des exemples qui nous sont fournis à travers des témoignages d'expériences aux frontières de la mort, où des personnes disent avoir vu à 360 degrés, je dirais même plus, de manière sphérique, dans toutes les directions. Donc c'est de nouveau un témoignage qui confirme des témoignages tout à fait récents et dans un autre domaine. Elle dit, avant l'aurore, je ne serai plus là. Le moment venu, elle dit, papa, l'heure est arrivée, mon frère est venu me chercher, donc son petit frère est décédé. Quelqu'un a voulu appeler sa sœur, mais cette petite Daisy qui avait attrapé la clairvoyance a vu que sa petite sœur dormait et a dit, non, ne la dérangez pas, elle dort. Elle tendit les bras vers le haut, elle dit, je viens, et cessa de respirer. Là, de nouveau, c'est un cas, je vais dire, formidable. C'est assez pénible, je pense, pour les parents de vivre une situation pareille, sauf s'ils sont convaincus de la réalité de ce que leur petite fille a pu leur exprimer. Mais ici, c'est vraiment un départ en toute sérénité et en tout calme, je vais dire. Nous allons maintenant aborder le point suivant, qui sont les expériences aux frontières de la mort chez les adultes et chez les enfants. Parents suivants, s'il vous plaît. Il faut savoir que l'étude approfondie de ce type d'expérience est relativement récente. Pourtant, depuis plusieurs décennies, les témoignages d'expériences aux frontières de la mort n'ont fait qu'augmenter. Pourquoi? D'une part, il faut savoir que grâce au progrès technologique, on a réussi à réanimer beaucoup de personnes, beaucoup plus qu'avant, qui étaient tombées dans le coma, et elles ont donc pu apporter le témoignage de ce qu'elles avaient vu et rencontré. D'autre part, un autre point important, c'est qu'il n'y a pas bien longtemps encore, et encore aujourd'hui dans certains cas, il est très difficile pour certains expérienceurs, c'est ainsi qu'on les nomme, donc ces personnes qui vivent des expériences aux frontières de la mort, de pouvoir parler, car bien souvent, elles sont tournées au ridicule, ou pire, prises pour des affabulateurs ou des malades mentaux, même parfois au sein de leur propre famille. C'est ainsi qu'à titre d'exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un certain Jean Mourzel, qui a dû se taire pendant plusieurs décennies, et une dame, Nicole Dron, que j'ai eu l'occasion de rencontrer et sur laquelle je reviendrai par la suite, où là, c'est le monde spirituel lors de son coma, son expérience aux frontières de la mort, qui lui a demandé de se taire pendant 17 ans. Elle ne savait pas pourquoi, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi on lui a demandé d'attendre aussi longtemps. Dans un même ordre d'idée, il m'est déjà arrivé de recevoir des personnes dans le sort spirit qui avaient perdu un parent ou un enfant et qui avaient, suite à cela, à ce choc émotionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut provoquer des perceptions médiumniques, étaient allées trouver le médecin parce qu'elle disait qu'elle voyait son fils décédé dans ce cas-ci. Et bien malheureusement, généralement, on les envoie vers le psychiatre pour les médiquer et des choses ainsi. Donc heureusement, cette dame-là, comme certaines autres, ont pu être guidées vers chez nous et on a pu lui expliquer ce qui lui arrivait, qu'elle n'était pas du tout malade mentale comme on aurait pu lui faire croire. Donc, heureusement, aujourd'hui, malgré toutes ces difficultés rencontrées, on s'est aperçu il y a 10-15 ans d'ici
qu'il y a eu un phénomène médiatique tout autour des expériences aux frontières de la mort. Et c'est ainsi que ça m'a permis de participer à l'une ou l'autre conférence, mais aussi on a vu un bon nombre d'émissions télévisées qui ont parlé de ce sujet, un bon nombre de livres qui ont été faits à ce sujet. Et donc, à partir de ce moment-là, les personnes ont commencé à pouvoir oser témoigner de leur vécu. Pour revenir aux expériences aux frontières de la mort à proprement parler, j'ai classé les perceptions récurrentes suivant la catégorie ici qui va apparaître à l'écran. On pourrait en classer plus ou moins, mais ce sont donc les phénomènes qui sont perçus généralement par bon nombre d'expérienceurs. Transparent, s'il vous plaît. Et donc, ceux qui vivent cette expérience, généralement, ils ont conscience d'être morts. Ils font les sorties du corps, séparation du corps et de la conscience, avec une délocalisation de cette conscience, passage dans un tunnel, vision de la lumière, sentiment d'amour et de paix, perception d'un monde paradisiaque, son, musique, rencontre avec des personnes décédées, d'un guide ou d'une voix, examen de sa vie passée avec un bilan que l'on en retire, présence d'une frontière et d'une limite à ne pas franchir, ce qui se termine par le retour dans le corps. C'est vrai que dans certains cas, mais apparemment c'est quand même relativement limité, les expériences négatives existent aussi, mais généralement, elles sont plus positives. Ce qui est extraordinaire de constater, c'est qu'à travers les expériences aux frontières de la mort, nous retrouvons également les mêmes informations que l'on retrouve dans les communications médiumniques. Autrement dit, ce que nous découvrons à travers ces phénomènes et ces récits ne font que confirmer ce que l'on peut trouver dans la littérature spirite. Une des études sérieuses qui a été menée sur le sujet est celle réalisée par le docteur Pin Van Lommel, cardiologue, qui a créé d'ailleurs une association à ce titre parce qu'il s'est aperçu que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, vivaient des situations qu'elles ne savaient pas expliquer, et d'autres on ne les a pas parlé à leur entourage. Et donc, il a mené une étude, Pin Lommel, pendant 8 ans, qu'il a relaté dans un livre qu'il a intitulé « Mort ou pas ». Et à travers ses recherches, il a pu constater qu'un certain nombre d'expérienceurs, et un nombre important même, d'une part, n'avaient plus peur de la mort, d'autre part, étaient moins attachés aux choses matérielles, qu'ils portaient beaucoup plus d'attention aux personnes et aux rapports humains, et que dans certains cas, des perceptions qualifiées de psy sont apparues. Et ça me fait penser que il y a un certain nombre d'années d'ici, j'ai eu l'occasion de recevoir une collègue qui venait du nord du pays dans le cadre de mon travail. C'est la première fois que je la voyais, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais eu de contact spécifique avec elle. Et elle a commencé à m'expliquer sa situation. Elle avait vécu une rupture d'anévrisme, elle avait été à l'hôpital, on l'avait soignée, tout ça. Et elle m'expliquait que depuis qu'elle avait eu cette rupture d'anévrisme, elle avait commencé à avoir des prémonitions qui se réalisaient et elle avait du jour au lendemain pu parler en français alors qu'elle n'avait jamais appris le français. J'ai également vu dans la presse ces 2 dernières années qu'il y a eu des cas similaires aux cas que ma collègue ici m'avait exposé. Pour en revenir à Pin Van Lommel, donc, il a suivi les expérienceurs pendant 8 ans et a constaté que globalement, les personnes concernées avaient changé leur mode de vie d'une façon durable, tellement cela les avait marqués. Donc, cette perception était bel et bien réelle pour eux, parce que beaucoup dans le domaine médical vont vous dire, oui, ce sont les anesthésiants, ce sont les produits que l'on va vous donner pour vous soigner, pour vous opérer. Or, si c'était le cas, ça ne marquerait pas les personnes aussi longtemps, premièrement, et deuxièmement, elles n'attraperaient pas des perceptions qui sortent hors du cadre commun que nous appellerons perception médiumnique, mais qui dans le commun des langages est généralement appelé phénomènes paranormaux ou perception psy. Toujours au niveau des expériences aux frontières de la mort, nous avons le pédopsychiatre Melvin Mours qui a écrit des livres, un qui s'appelle La Divine Connexion, un autre qui s'appelle Les frontières de la mort, ils ont vu la lumière, et où il relate donc ce que les enfants rapportent eux-mêmes. Et on remarque que les informations que les enfants nous donnent sont les mêmes que celles vécues par les adultes.
Il a donc pu constater la justesse des prémonitions que ces enfants ont pu apporter dans le cadre de guérison de cette personne, entre autres, ainsi que la confirmation de ce que les adultes ont vécu. Et ce qui est extraordinaire dans ces témoignages, c'est que ces faits sont rapportés parfois par des enfants très très jeunes. Il ne peut s'agir de coïncidence, vu le nombre de cas rapportés par les enfants est important. Alors certains auraient pu vous dire, oui, c'est dû que les expériences sur l'amour sont liées à l'éducation, à la croyance, au vécu, à l'environnement, à tout ce qui nous influence dans la vie de tous les jours. Mais quand on s'adresse à des enfants qui ont parfois que 2 ou 3 ans, qui parfois ne savent à peine parler, on se rend compte qu'ils n'ont pas pu justement apprendre toutes ces choses à travers le vécu de tous les jours, la télévision, les médias ou autres. Donc ça confirme bien qu'il y a une réalité autre que la matière, que ce n'est pas le délire de notre cerveau. Et il faudra bien qu'un jour la science se penche sur le problème et découvre le mécanisme qui est mis en œuvre pour arriver à expliquer toutes ces perceptions. À ce titre, d'ailleurs, je vous recommanderai des livres de Mario Beauregard, neuroscientifique canadien, qui a écrit un livre intitulé Du cerveau à Dieu. Et donc, Mario Beauregard a fait une étude assez longue sur les expériences qu'il a relatées dans un livre, sur ce qu'il appelle les expériences spirituelles, mystiques et religieuses, dont les expériences aux frontières de l'amour font partie. Il a créé un site qui s'appelle openscientist.org, qui normalement apparaît dans le bas de l'écran, où il postule pour une science post-matérialiste. Malheureusement, pour lui, d'une certaine façon, en osant affirmer sa conviction de la survivance, il a dû quitter le pays qu'il habitait, entre autres le Canada, pour s'expatrier aux États-Unis parce qu'il a voulu créer cette science, ce paradigme post-matérialiste, dont, si vous êtes intéressé, j'ai une version en français que je pourrais éventuellement vous envoyer, puisque le site opensciences.org lui se trouve en anglais. Je terminerai la partie sur les expériences aux frontières de la mort en présentant quelques exemples de cas vécus. Mais si vous prenez la littérature qui existe, vous verrez qu'il y en a des centaines et des centaines. Un cas tout à fait banal qui a été repris par Mario Beauregard, c'est une personne qui est opérée, qui pendant son opération circule dans la pièce et va jusqu'à aller en dessous de la table d'opération, relever la plaque signalétique qui est reprise en dessous de la table d'opération, qui explique par la suite, et après vérification, c'était bien, l'information était correcte. Un autre cas tiré d'un autre livre, c'est le cas de Yuri, qui a eu un accident grave. Il a été considéré comme mort. Il a passé 3 jours en chambre froide. Et donc, pendant ces 3 jours, il a expliqué qu'il s'était promené, entre guillemets, qu'il avait été chez lui, puis chez ses voisins, que là, il avait vu un bébé qui pleurait. On lui a montré que le bébé avait un bras cassé. Quand il est revenu à lui, donc il a expliqué tout ça. On a fait passer des radios au bébé et on a eu confirmation que le bébé avait bien eu un bras cassé et que c'est pour ça qu'il pleurait tout le temps. Un autre cas ici, c'est un enfant de 9 ans qui a été noyé, 19 minutes sans pouls. Les parents ont prié pour leur enfant. Bon, impact ou pas de la prière, ça je vous laisse juger. Les médecins pensaient qu'elle allait mourir, qu'elle allait avoir des troubles neurologiques. Et après 3 jours, elle était rétablie sans aucun trouble neurologique et aucun déficit quelconque. Nous avons également Nicole Dron qui a écrit un livre qui est vraiment aussi intéressant, 45 secondes d'éternité. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est la dame dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Et dans ce livre, on retrouve, pour une dame qui ne connaissait rien de rien à la littérature spirit, on retrouve 90 à 95% de ce qu'on retrouve dans la littérature spirit à travers donc son expérience aux frontières de la mort. Et donc, c'est extraordinaire parce qu'elle a appelé son livre 45 secondes d'éternité parce qu'en 45 secondes, c'est à peu près le temps où elle est restée dans un inconscient, je vais dire, dans un coma, elle a eu toute une série d'informations qui ont déroulé à une vitesse extrême qui
qui lui ont permis d'en relater un livre en si peu de temps. Mais ce qui l'a surtout interpellé, indépendamment des perceptions habituelles reprises par bon nombre d'expérienceurs, c'est à un moment donné, une voix lui a demandé « Combien as-tu aimé ?» avec tous les sous-entendus qu'il y a là derrière. C'est à elle aussi qu'on avait demandé d'attendre 17 ans, et à l'époque où je l'ai rencontrée, eh bien, elle a compris ce qui s'est passé. C'est que les mentalités n'étaient pas prêtes. Quand j'ai eu l'occasion de la rencontrer, c'était lors d'une conférence, eh bien, c'était la période où il y a eu toute une série d'émissions télévisées, de conférences et de livres qui ont commencé à sortir sur le sujet d'expérience aux frontières de la mort. Et donc, ça coïncidait réellement avec le moment où les mentalités étaient prêtes, où certaines mentalités étaient prêtes à entendre ce message d'une réalité autre que la matière. Nous avons également Raymond Moody, qui est psychiatre aux États-Unis, qui a écrit un livre, La vie après la vie, qui après 22 années de recherche et d'études en est arrivé à la conviction que les expériences aux frontières de la mort offrent un réel aperçu de l'au-delà. Nous avons également le psychologue Kenneth Rings qui a systématisé ses recherches et avec une équipe de 5 chercheurs, il a présenté des fiches plus d'une centaine de personnes à des ordinateurs en classant ça par âge, sexe, religion et il a confirmé donc les informations initiales de Moody qui démontrent une vraisemblance de l'après-vie. Nous avons également Kenneth Rings qui a aussi fait des études sur ce domaine. Et là, c'est assez extraordinaire parce qu'il s'est trouvé face à 31 personnes qui ont rapporté avoir vu pour la première fois. Donc, ce sont des personnes aveugles pour la naissance, depuis de la naissance, qui ont vu lors de l'expérience aux frontières de la mort pour la première fois de leur vie. Et elles ont même pu donner des détails sur les procédés chirurgicaux qui ont été utilisés pendant leur opération. Nous avons également le docteur Peter Fenwick qui a fait des expériences détaillées sur les phénomènes survenus un peu avant ou un peu après la mort et qui a établi des informations sur tout un ensemble de perceptions que ces personnes ont eues et qui confirment de nouveau les connaissances spirites, qui confirment aussi donc, les éléments sur les expériences aux frontières de la mort. Il a eu l'occasion aussi de contacter, d'avoir des informations avec des personnes internées. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains sont internés alors qu'ils ne devraient pas l'être, qui disaient donc ces internés être en contact avec des parents décédés, qui dans certains cas ont informé de la mort de quelqu'un d'autre, et tout ça a pu être vérifié. Et de nouveau, ça confirme que quelque chose d'autre que la matière agit, que notre conscience a la possibilité d'entrer en contact avec un autre plan de la vie. C'était une des raisons d'ailleurs pour laquelle nous avons commencé nos congrès de médecine et spiritualité en 2008, pour justement essayer d'interpeller le corps médical et psychiatrique en particulier, et psychologue en particulier, sur le fait que toute personne qui a des perceptions qualifiées d'anormales n'est pas spécialement quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Et ce docteur Fenwick donc n'hésite pas à affirmer que la science, Je terminerai ici par l'oncologue Jeffrey Sloan qui a étudié 4000 cas et qui déclare, après toute son étude, qu'à son avis, les expériences aux frontières de la mort offrent l'une des plus grandes preuves scientifiques de la vie après la vie. Il a été tout ça dans un livre, The Evidence of Afterlife. Donc, vous voyez ici, rien que sur les expériences aux frontières de la mort, la littérature est surabondante, les témoignages dépassent tout ce qui est possible et imaginable. On dit qu'une vision purement matérialiste ne pourrait pas rendre compte de tous ces phénomènes. Je vais à présent aborder la médiumnité, transparent suivant. Donc, j'ai repris ici dans cet exemple les différents types de médiumnité, certains types de médiumnité, tels que la prémonition, précognition, la communication avec les esprits en général, les cas particuliers comme l'obsession, l'incorporation, les matérialisations, donc seront vus par la suite séparément. Même si dans certains cas, les communications reçues par voie médiumnique peuvent être animiques ou
perçus par des personnes dérangées, il n'en demeure pas moins que d'autres informations ne peuvent provenir que de ceux que l'on appelle les morts, transmis au moyen de ceux que l'on appelle des médiums, qu'ils soient conscients ou non de leurs facultés, parce qu'il y en a, c'est vrai, qui n'ont pas conscience qu'ils sont médiums. Nous avons vu donc que les prémonitions peuvent avoir lieu lors d'expériences aux frontières de la mort ou lorsque l'on est mourant. Si l'on ne peut pas éventuellement considérer que les expériences aux frontières de la mort soient du domaine de la médiumnité, un mourant qui est conscient et qui perçoit des morts et reçoit des communications vérifiées est bel et bien un médium, donc même s'il ne sait pas. Nous allons voir également que la précognition se produit également dans le domaine médiumnique. Ici, j'ai repris juste un exemple extrait du livre des esprits, que je suppose que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, où les connaissances sont bien en avance sur les connaissances actuelles. Et j'ai repris donc la question numéro 22 sur la matière, qui nous dit ceci. On définit généralement la matière comme ce qui a de l'étendue, ce qui peut faire impression sur nos sens, qui est impondérable, impalpable. Ces définitions sont-elles exactes? Et les esprits répondent, à votre point de vue, cela est exact, parce que vous ne parlez que de ce que d'après vous connaissez, mais la matière existe à des états qui vous sont inconnus. Elle peut être, par exemple, tellement éthérée et subtile qu'elle ne fasse aucune impression sur vos sens. Cependant, c'est toujours de la matière, mais pour vous, ça n'en serait pas. Fin de citation. On constate aujourd'hui, donc quelques dizaines d'années, voire un siècle plus tard, que la physique moderne nous apporte quelques éclaircissements sur ce sujet, sur cette affirmation. Et si on prend par exemple le livre Nos Solars, on s'aperçoit que la ville Nos Solars, pour nous, est impalpable, insaisissable, n'a pas de consistance. Par contre, pour ceux qui y habitent, elle est bel et bien concrète, elle est matérielle à leur niveau vibratoire. Là, de nouveau, on se rend compte que ce qui avait été annoncé précédemment, il y a plus d'un siècle, est confirmé à travers d'autres récits et commence à être confirmé par la science. Si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder, de lire ce livre, je vous invite à le lire. Soit dit en passant, personnellement, j'ai eu l'occasion de recevoir à différentes reprises des préconitions qui se sont parfois réalisées bien des années plus tard, comme de quoi il ne faut pas toujours être pressé et pas toujours nier les preuves que l'on nous apporte. Au point suivant, donc, nous allons aborder la réincarnation. Point 4. Donc, d'autres preuves de la survivance nous sont fournies par des personnes qui ont généralement des enfants qui décrivent avoir vécu dans une autre existence qui en donnent des informations concrètes. De nombreuses recherches ont été menées sur le sujet et prouvent de nouveau par elles-mêmes la survivance de l'âme. Le plus connu est probablement le docteur Ian Stevenson, qui les a étudiés pendant plus de 40 ans, sur plus de 2600 cas. Il a remarqué donc que ce sont généralement de très jeunes enfants qui se souviennent d'une autre vie et qui en font donc un récit circonstancié. Lorsque l'on lit la littérature spirituelle, on comprendra très bien pourquoi ce sont généralement de très jeunes enfants, puisque on considère à environ l'âge de 7 ans, un esprit qui se réincarne eh bien, est toujours entre deux eaux et n'est pas encore vraiment de plein pied dans la vie matérielle dans laquelle il vient de s'incarner. Et que c'est vers l'âge de 7 ans où l'emprise se fait. Et donc, dans un des exemples cités par Ian Stevenson, il donne le cas d'un enfant qui a donné 60 détails de sa vie passée, dont 57 ont pu être vérifiés et se sont avérés exacts. Ian Stevenson a écrit différents livres, 20 cas suggérant le phénomène de la réincarnation, les enfants qui se souviennent de leur vie antérieure et réincarnation et biologie. Personnellement, j'ai eu l'occasion un jour de rencontrer une dame qui m'expliquait que sa fille, lorsqu'elle avait 2 ou 3 ans, il a commencé à lui dire tu n'es pas ma première maman, j'avais une autre maman, j'avais aussi des frères, et aux informations qu'elle fournissait, on se rendait compte que c'était quelque part en Asie que cette petite fille avait vécu. Et ce qui est marrant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, cette petite fille est adulte et maman en son tout, mais elle ne se souvient plus de ce qu'elle avait dit. C'est vraiment, ça confirme vraiment cette étape clé vers l'âge de 6-7 ans où on rentre vraiment les deux pieds dans la matière
et l'oubli du passé se fait encore beaucoup plus de manière prononcée, si même naturellement des exceptions existent sur le sujet. Je terminerai par un autre cas assez marquant. C'est ici une petite fille de 3 ans qui a dit à sa grand-mère qui la faisait dîner: quand tu étais petite, je te donnais à manger de cette façon. Au début, la famille n'a pas fait attention à ce que la petite disait, mais bon, ce que les parents ont considéré comme un fantasme a continué pendant un certain temps et un temps certain. À un moment donné, elle a même prétendu être la réincarnation de son arrière-grand-mère et elle a donné de nombreux détails sur sa vie, sur la vie de celle-ci, pardon, et sur les circonstances et le lieu où elle avait vécu. À l'âge de 7 ans, cette petite fille a commencé à faire un cauchemar récurrent. Elle était vêtue d'un kilt, un jeune garçon blessé étendu sur un champ de bataille, jonché de cadavres de mourants, etc. Elle a donné d'autres informations sur les lieux et sur les faits, et tous les détails fournis donc par la petite Marie ont pu être vérifiés et ont été confirmés exacts par les historiens. De nouveau, à travers ces exemples, comment expliquer ces perceptions par une réalité uniquement matérielle. Au point suivant, point 5, nous allons maintenant aborder les obsessions et la corporation. Comme je l'ai dit précédemment, les personnes qui se retrouvent dans cet état sont généralement prises pour malades mentaux si elles vont trouver un médecin classique. Il faut savoir que depuis un certain nombre d'années, nous recevons des personnes dans notre groupe Spirit et nous revenons en aide dans le contexte des perturbations, des obsessions qu'elles subissent et parfois même de la possession. Généralement, les médecins, quand elles y vont, les envoient vers un psychiatre, mais il y a dans notre région, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, un médecin ou l'autre qui parfois les envoie dans notre groupe parce qu'ils savent qu'il y a d'autres réalités, parce qu'ils savent qu'on peut aider les personnes. Maintenant, ce n'est pas toujours ça, ce n'est pas toujours évident. On a reçu il y a un certain nombre d'années une jeune fille qui à l'époque n'était pas majeure, qui avait joué avec des verres, comme on dit à l'époque, comme on dit, et les parents ont voulu l'interner parce qu'ils savaient qu'elle avait pris contact avec nous. Heureusement, ce médecin-là savait qui on était, et donc ils ont laissé la fille tranquille. Maintenant, elle est maman à son tour, on a rencontré les parents, tout s'est bien fini, mais pour un cas qui se termine bien, parce que cette fille, suite à avoir joué avec ce qu'il ne fallait pas, avait été perturbée, et pas jusqu'à la possession, mais l'obsession, ça oui. Et donc, pour un cas qui se termine bien, combien d'autres ne se terminent pas bien? On a eu aussi un autre cas, une jeune fille de 14 ans. Là, un jour soir, le téléphone sonne, il était 23 heures. D'habitude, je ne décroche pas à cette heure-là parce que autrement on serait embêté sans arrêt. Mais là, je décroche et je tombe sur une dame complètement perdue et qui expliquait donc que sa fille était dans un état particulier. Et j'ai entendu au téléphone la fille qui criait de douleur, et ils avaient même peur, les parents, que les voisins appellent la police croyant qu'on la battait parce que ça criait jusque sur la... Et donc, on a rencontré la fille, on est descendu, on est allé chez elle avec quelques personnes, on a fait un travail spirituel et donc on a réussi à dégager cette fille qui était sous l'emprise d'un esprit, mais de nouveau, les parents ne connaissaient rien, les enfants ne connaissaient rien. Elle avait la faculté, elle, depuis un certain temps déjà, de voir passer les esprits dans sa chambre, comme ça, d'une maison à l'autre. Et il n'avait jamais cherché à savoir pourquoi ni comment, mais bon, quand elle a commencé à être persécutée, il est évident que là, il fallait trouver une solution. Nous avons également vécu un autre cas, une fille qui vient d'un milieu assez particulier, qui n'avait pas conscience de ce qui se passait. Elle est arrivée chez nous par l'intermédiaire d'une connaissance. Elle est tombée comme ça, boum, d'un coup en incorporation dans un état extrême. C'était son petit ami qui avait été tué par balle.
qui la pourchassait. Donc, on est à dialoguer avec l'esprit de son petit ami qui a fini par comprendre et la laisser tranquille. La fille, quand elle est revenue à elle, elle ne croyait toujours pas aux esprits parce que quand elle est dans cet état-là, elle n'a conscience de rien. Elle n'est jamais plus revenue, malheureusement. Je ne sais pas ce qu'il en sera venu d'elle parce qu'il est évident qu'elle a des facultés médiumniques, que si elle ne comprend pas cette situation, si elle n'est pas bien suivie, elle aura sûrement eu d'autres problèmes qui seront venus se mettre sur celui-ci. Donc, à travers ce dialogue, cet échange avec les esprits, on se rend compte qu'il y a bien des choses qui se passent, qui ne sont pas reconnues par la médecine et la science moderne, et pour lesquelles nous pouvons apporter des résultats si même on n'a pas des résultats. Et il est évident que comment est-ce que matériellement on pourrait expliquer de nouveau les perceptions que ces personnes ont, d'une part, et d'autrement, comment expliquer que sans médicaments, sans rien, on arrive à les soulager et quelque part les guérir de leurs perturbations. Je vais aborder à présent les états modifiés de conscience, au point 6. Et là, je me suis aperçu qu'ils étaient vraiment multiples et variés. J'y reviendrai par la suite. Et nous pouvons déjà considérer que la médiumnité est un état de conscience modifié, le coma est un état de conscience modifié, le rêve, la méditation, le somnambulisme, tout ça sont des états de conscience modifiés. Dans ce contexte, je vous recommande également le livre de Daniel Vermeulen, qui s'intitule NDE, Expérience mystique d'hier et d'aujourd'hui, où cette dame a étudié de nombreux récits d'un autre temps et d'autres lieux, en les comparant aux témoignages contemporains, et notamment au travers du prisme des expériences aux frontières de la mort. C'est ainsi que l'on découvre ce que certains mystiques ont vécu à travers la méditation ou d'autres types d'expériences similaires, confirment et se retrouvent à travers les expériences aux frontières de la mort, qui eux-mêmes donc confirment la théorie spirite. Une autre personne qui a fait des études sur les états modifiés de conscience, c'est Sylvie Détiolas, docteur en biologie moléculaire, qui a écrit son livre « Les états modifiés de conscience », où on découvre une multitude d'états modifiés de conscience. On retrouve naturellement à travers ce livre tout un ensemble de cas vécus à travers les expériences aux frontières de la mort, mais il y a des états modifiés de conscience qui sont vraiment hors normes. On peut imaginer que dans l'ensemble de tout ce qui est relatif dans ce livre, il y a des personnes qui avaient peut-être des problèmes psychologiques, il y a des personnes qui ont peut-être voulu se mettre en valeur et qui ont affabulé, mais à côté de ça, il y a vraiment des choses qui sont assez interpellantes. Il y a l'exemple d'un garçon qui s'arrête dans un passage pour piétons à feu rouge, et puis il part dans une autre dimension, il perçoit un certain nombre de choses et puis il revient devant son feu rouge et il reprend le cours du temps. Il y a comme à un moment donné une déconnexion, un décalage dans le temps où il est allé percevoir d'autres choses avant de revenir à la réalité matérielle dans laquelle il est incarné aujourd'hui. C'est un livre qui m'a assez interpellé parce que je n'ai vu nulle part dans la littérature spirite autant d'états modifiés de conscience et autant de cas qu'on peut retrouver dans ce livre. Et donc, on a l'impression qu'il y a différents plans spirituels, différents plans de réalité qui sont spécifiques à certaines personnes. On pourrait comprendre ça d'un point de vue spirit avec les plans spirituels dans le contexte de notre élévation ou pas, mais c'est encore différent ici. C'est vraiment différent. C'est aussi un livre que je vous recommande. Sylvie Détiolas a également écrit un autre livre qui est aussi encore même beaucoup plus intéressant, je pense, Voyage aux confins de la conscience, où on y trouve donc des informations encore beaucoup plus interpellantes sur la survivance de l'âme. Et donc Sylvie Détiolas a recherché pendant un certain temps,
après avoir donc analysé tous les états modifiés de conscience pendant quelques années, elle a voulu approfondir les choses. Elle a cherché quelqu'un qui faisait des sorties hors du corps. Elle a cherché quelqu'un qui pouvait quitter son corps, entre guillemets, presque à volonté. Elle a fini par trouver un candidat qui correspondait à sa recherche, un certain Nicolas Fraisse. Peut-être en avez-vous entendu parler. Et donc, ce garçon avait la faculté de quitter son corps à volonté, parfois même sans contrôle. Ils ont mené différentes expériences que je ne vais pas citer tout ce qui a été vu et perçu parce qu'on va faire ce qu'on retrouve dans les expériences aux frontières de la mort. C'est le même principe, à part que dans les expériences aux frontières de la mort, ce sont des personnes qui sont dans le coma. Ici, c'est quelqu'un qui, quelque part, s'allonge sur un divan, par exemple, et part en dédoublement. Et dans une des expériences menées, ils ont constaté qu'à un moment donné, eh bien, la balance sur laquelle il était posé a perdu du poids. Ce qui confirme quelque part les expériences menées au XXe siècle par des chercheurs spirites qui ont réussi à mesurer le poids du périsprit, qui est considéré, suivant la littérature, entre quelques grammes jusqu'à 10 ou 20 grammes. Malheureusement, l'expérience n'a pas pu être renouvelée à plusieurs reprises, ça ne s'est produit qu'une seule fois. Ils ont également mené une autre type d'expérience qui a mené à des résultats assez surprenants. Et donc, ils ont voulu essayer de faire des expériences de télépathie. Et donc, Nicolas Fraisse, ça a duré plusieurs mois, devait découvrir une image cachée dans une enveloppe à partir de 4 images. Et donc, à travers ce test, au départ, il essayait par intuition ou par perception de détecter ce qui est la bonne image. Mais par la suite, il a commencé à entendre des voix. Alors, il faut savoir que Nicolas est quelqu'un d'athée, de matérialiste, qui n'avait rien de religieux, ni aucune croyance quelconque. Il a commencé à entendre des voix, et ces voix lui expliquaient en quelques phrases l'image qu'il devait découvrir. Par exemple, je vois le ciel radieux avec un soleil et des blés. Voilà. Et alors, il pouvait retrouver l'image à travers ce qu'il savait. Et sur l'ensemble des 100 tests, il a réussi à trouver 79 bonnes réponses. Donc, on se rend compte de nouveau que ça défie toutes les lois de la statistique. Mais ces voix qu'il a commencé à percevoir ont été encore bien au-delà de ce que je viens de citer. Parce qu'une fois les expériences de télépathie ou le voyage dans le cosmos terminé, d'autres expériences ont eu lieu. Et là, eh bien, il a commencé à recevoir, ce fameux Nicolas, des messages de plus en plus spirituels, où on lui parlait d'amour universel, où on lui parlait, il lui faisait comprendre que nous sommes tous un et unis à un ensemble. Et donc, pour quelqu'un qui au départ n'était pas croyant, ne connaissait rien au monde spirituel, il a vachement réussi à avoir des informations qui étaient contre ses conceptions des choses. Je vous recommande de nouveau ce livre et de nouveau, une science purement matérialiste ne pourra pas expliquer comment toutes ces perceptions ont pu être réalisées. Toujours dans le domaine des expériences aux frontières de la mort, je vais quand même prendre un cas spirit, repris à travers la revue Spirit de 1858 sur le somnambulisme. Et donc ici, elle nous explique qu'un monsieur avait disparu alors qu'il n'y avait aucune raison qu'il disparaisse. Toutes les recherches avaient été infructueuses, on l'avait vu chez personne où il avait l'habitude d'aller. La fille a commencé à se tracasser, sa fille a commencé à se tracasser. Tout laissait penser à un crime, et rien ne justifiait son absence. Elle a eu recours, la fille a eu recours à une somnambule qui avait montré son efficacité à différentes reprises. Et donc, cette somnambule a commencé à décrire la situation. Elle a vu que le papa avait fait un malaise, qu'il était tombé, qu'il s'était blessé, qu'il avait coulé dans l'eau. Elle voyait qu'il avait toujours son argent, ses clés, dans son manteau. Elle a dit qu'à l'endroit où il était tombé, mais qu'on le retrouverait plus loin parce que le corps avait dérivé avec l'eau. Et tous les détails donc, ont pu être vérifiés et confirmés, malheureusement pour la fille, suite à la perception de ce médium.
Ce qui est important de noter, je pense, dans ce cas-ci, c'est le décalage dans le temps. Donc, il est clair que le monsieur est décédé à un temps X et que la médium, somnambule, a été rechercher l'information à un temps Y. Donc, on a vraiment ici la confirmation que l'information est stockée quelque part, mémorisée dans un plan invisible d'une dimension, mais qu'avec des facultés particulières, on peut aller rechercher et remettre à la personne qui en a besoin. De nouveau, une vision matérialiste n'apportera pas de réponse à ce cas de figure. Je vais à présent aborder brièvement les matérialisations. Point 7. Un des chercheurs les plus connus est probablement William Crookes, chimiste, physicien britannique, qui a été prix Nobel de physique, qui a découvert de nombreuses choses, qui a inventé de nombreuses choses. Il a mené d'intenses recherches sur les matérialisations et où il a obtenu la matérialisation complète de Cathy King par l'intermédiaire de Florence Cook, et qui a osé affirmer, et de nouveau c'est quelqu'un de courageux devant l'Académie, vu la renommée qu'il avait, il l'a dit, les phénomènes, je ne dis pas que cela est possible, je dis que cela est. Surtout à l'époque, il fallait déjà oser. Il y a également le docteur Gustave Gelé, professeur et médecin à la faculté de médecine de Lyon, qui a réalisé des études sur l'ectoplasme et les phénomènes de matérialisation, qui sont d'ailleurs les cofondateurs de l'Institut métapsychique international. Et ça, c'est assez extraordinaire. L'ectoplasme, donc cette substance qui est quelque part sécrétée par certains types de médiums, dont je ne connais plus un seul capable à l'heure actuelle de réaliser ce type de phénomène. Et donc, il a obtenu des moulages de cire de membres qui sont toujours conservés au jour d'aujourd'hui à l'Institut métapsychique international. Donc, comment est-ce qu'il faisait? Pour ceux qui ne le savent pas, un esprit matérialisé avait la possibilité de plonger son bras ou son pied, enfin sa main ou son pied dans un bassin de paraffine fondue. Il retirait ce membre matérialisé, il laissait sécher la paraffine, dématérialisait le membre et il restait donc le gant de paraffine dans lequel ils ont coulé entre autres des plâtres parce que c'était très fragile. Et donc il a eu un ensemble de différents pieds, de mains ainsi que le dessous d'un visage qui sont toujours conservés. Donc. Et il est clair de nouveau que dans ce contexte-là, ce n'est pas possible que ce soit truqué. Au jour d'aujourd'hui, avec la technologie moderne et les matières plastiques, on pourrait très bien tricher et arriver à reproduire des matérialisations, mais à l'époque, c'était absolument pas possible, car il n'y avait pas les moyens. Et sur les membres matérialisés, on retrouve jusqu'à les empreintes du membre. Hein. C'est extraordinaire. Je vais également aborder brièvement la transcommunication instrumentale au point 8. Il faut savoir donc que la transcommunication instrumentale est relativement récente puisqu'elle fait intervenir des moyens de communication comme les enregistreurs audio, vidéo, télévision, téléphone, ordinateur, etc. Et à ce sujet-là, j'ai une anecdote. J'avais une dame d'un certain âge qui venait dans notre groupe qui était à la banque et elle explique à un moment donné, il y a le banquier qui m'a regardé et qui m'a dit « c'est vous qui faites bouger la souris toute seule, les opérations se font toutes seules ». Il est clair que cette brave dame qui s'appelle Elisabeth, qui maintenant est retournée dans l'autre monde, n'a pas inventé cette histoire parce que c'était une médium depuis de longue date et que ce n'était pas du tout dans son intérêt. Donc c'est assez anecdotique et assez particulier. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet parce que c'est malheureusement beaucoup trop facile à truquer, ce type de communication. J'ai eu l'occasion de voir, entre guillemets, l'un ou l'autre trucage. Donc on ne peut se baser que sur la bonne foi de la personne qui vous en fait part. Je vais juste relater ici les observations faites par un certain Frédéric Jurgensen, en 1959, donc il a enregistré des chants d'oiseaux pour un film, c'est un auteur suédois,
metteur en scène suédois. Il s'est aperçu qu'il y avait des bruits bizarres, bruits qu'il avait déjà perçus précédemment dans une autre bande. Il a répété l'opération et s'est rendu compte qu'il y avait des voix qui se détachaient, dont une affirmait être le guide de Jürgenson, indépendamment d'autres qui affirmaient être des personnes décédées. Je terminerai par un autre cas vécu, et là j'ai eu l'occasion d'écouter l'enregistrement. Donc il s'agit d'une dame aussi d'un certain âge qui a perdu son mari. Suite à cela, elle a fait des recherches, elle a réussi à trouver qu'on pouvait, avec un magnétophone, et c'est à cassette à l'époque, entrer en contact avec l'au-delà. Elle a eu la chance, cette dame, d'entrer en contact avec son mari. J'ai eu l'occasion d'écouter la bande. C'est pas évident, mais on entend le mari qui parle derrière. C'est ça d'ailleurs qui l'a amené chez nous, dans un groupe spirit, à essayer de comprendre et à découvrir la réalité du monde spirituel. Vous avez donc à l'écran une jeune femme de son vivant, et à gauche, c'est ce qui a été reçu par voie de transcommunication instrumentale du visage. Mais comme je dis, il est clair qu'il y a cette réalité qui existe, mais elle ne peut être valable d'un point de vue scientifique que pour ceux qui le vivent au moment même où il se réalise. Je vais passer sur le point suivant, la nombreuse littérature des témoignages scientifiques. Et donc là, vous pourrez retrouver sur l'encyclopédie Spirit, dont je pense j'ai mis le lien sur le bas de l'écran, tous les livres qui ne sont plus édités, parce que ce qui n'est plus édité, ce qui n'est pas rentable n'est plus édité. Donc nous avons eu la chance, avec un certain nombre de personnes, de pouvoir digitaliser les livres. Ils sont gratuitement à disposition sur Internet, et vous allez voir qu'il y a matière à lire. Je vous en citerai que quelques-uns parce qu'il est vraiment important, impossible de les citer tous. Donc il y a Robert Hart, professeur de chimie à l'Université de Pennsylvanie, qui à l'époque a étudié ce que l'on appelait les illusions des phénomènes spirites, parce que c'est clair que le spiritisme a eu beaucoup de détracteurs, et encore aujourd'hui malheureusement. Et donc après une étude minutieuse, il a reconnu l'authenticité en publiant, il a publié toutes ses recherches dans un livre, Experimental Investigation of Spirit Manifestation. Il y a également la Société dialectique de Londres, qui avait nommé une commission pour vérifier la vérité des phénomènes spirites, et qui a donc aussi reconnu leur authenticité. Nous avons Alfred Russel Wallace, biologiste et anthropologue britannique, collaborateur de Charles Darwin, qui nous dit en conclusion que les faits étaient des choses opiniâtres dont on peut se débarrasser selon son bon vouloir. On peut retrouver un nombre d'informations dans son livre Les miracles et le moderne spiritualisme. Nous avons Charles Richet, professeur à la faculté de médecine de Paris, prix Nobel de physiologie, et auteur du traité métapsychique, qui a participé donc aux expériences du docteur Gelé avec les moulages de cire, à celle de la commission de Milan avec César Lambrosio, anthropologue, Alexander Aksakov, savant russe, Karl Duprel, philosophe, et donc également en compagnie d'Oliver Lodge, physicien anglais, Frédéric Meyer, psychologue, et en sont arrivés à la conclusion que seule l'hypothèse spirit était capable de rendre compte de toute la réalité des phénomènes qui étaient observés. Et Oliver Lodge a osé affirmer que la survivance était scientifiquement prouvée grâce à l'investigation scientifique. Charles Richet a également participé à la commission scientifique avec Camille Flammarion, que tout le monde connaît, astronome français et auteur. Le colonel Albert de Rocha, administrateur à l'école polytechnique. Ils ont réalisé de nombreuses expériences telles que magnétisme, somnambulisme, extériorisation de la sensibilité, de la motricité, lévitation, et ont affirmé que le doute n'était plus possible à travers toutes les expériences qu'ils nous ont menées. Vous voyez que je ne peux pas tout vous citer tellement c'est nombreux. Le colonel Albert de Rocha a écrit des livres, l'extériorisation de la sensibilité et les frontières de la conscience. Camille Flammarion, de ce côté, a établi l'existence de la télépathie au moment de la mort, en lui de la situation célèbre qui nous dit que dans la nature, il n'y a rien de surnaturel, il n'y a que de l'inconnu, mais que l'inconnu d'hier deviendra la réalité de demain. Il y a également Gabriel Delanne, qui a étudié les phénomènes pendant plus de 50 ans, auteur de 8 ouvrages,
dont le spiritisme scientifique et expérimental, dans le domaine scientifique expérimental, dont les apparitions matérialisées, également Ernest Bosano, ethnologue, Arthur Conan Doyle, auteur de Sherlock Holmes, et d'autres encore. Il est impossible de donner donc une liste complète de tous ceux qui se sont penchés sur cette problématique entre la relation qui peut exister aussi entre les vivants et ce que l'on appelle à tort les morts. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur l'encyclopédie Spirit pour retrouver gratuitement les livres qui ne sont plus disponibles physiquement. Pour terminer, on peut ajouter aussi naturellement Allan Kardec, Léon Denis, Chico Xavier, Divaldo, beaucoup d'autres qui apportent de nombreuses preuves et de nombreux témoignages de la survivance de notre conscience. Et on pourrait vraiment se demander si il est possible d'imaginer que tous ces chercheurs auraient été trompés ou auraient été dupés. C'est vraiment improbable et pour ne pas dire impossible, tellement le nombre d'études pendant des années et des années, des décennies même, ont été faites avec un ensemble de témoignages et de faits tellement probants que celui qui veut nier ça, il autant nier l'existence de l'homme en lui-même. Je terminerai par le raisonnement logique au point 10, raisonnement si cher à Allan Kardec. Et il est clair que quand on regarde les inégalités que l'on rencontre d'un point de vue intellectuel ou moral, comment pourrait-on, par exemple, expliquer les surdoués et à l'inverse? Comment expliquer que les enfants, dès le plus jeune âge, fassent preuve d'une intelligence et de qualité morale largement supérieures aux autres? J'ai eu le cas dans un groupe à Bruxelles où eh bien, c'était les enfants qui éduquaient les parents, parce que les parents, ils n'étaient pas à la hauteur, et c'était les enfants qui arrivent à un certain âge, et bien moraliser quelque part leurs parents. J'ai eu aussi le cas de rencontrer une personne en France où il expliquait que c'est son gamin qui expliquait à ses camarades de classe qu'ils ne devaient pas regarder des films à caractère pornographique parce que c'était pas bon pour leur santé mentale. Imaginez-vous un enfant qui fait dire ça à 8-10 ans. Comment expliquer aussi que des personnes comme Léonard de Vinci ont plusieurs siècles avant la science contemporaine inventé des systèmes largement en avance sur leur époque? Si on se base naturellement sur la réincarnation, on pourra comprendre et la réponse pourrait devenir limpide. Comment expliquer aussi qu'on a des personnes athées qui reçoivent ces signes alors qu'ils sont contraires à leurs idées? J'ai eu l'occasion d'avoir des dessins d'un certain Kevin. Donc Kevin, c'est un jeune homme, je veux dire, qui avait à l'époque à peu près 25 ans, qui ne connaissait rien au spiritisme ni à la médiumnité, et il n'avait jamais lu aucun livre, ni aucun livre de Chico non plus, Chico Xavier. Et donc, il est arrivé chez nous par l'intermédiaire d'une connaissance qui m'a remis des dessins. Et donc, ce garçon avait la faculté de faire de l'écriture automatique et des dessins en écriture automatique. Et j'ai découvert à travers ces dessins, que j'ai d'ailleurs ici à la maison, eh bien, une cité similaire à la cité de nos solars, ce qui est assez extraordinaire, alors qu'il n'avait jamais rien vu, qu'il ne connaissait rien. De nouveau, comment expliquer qu'un garçon qui ne connaît rien amène des dessins qui sont en conformité avec ce qu'on retrouve dans nos solars? Comment expliquer aussi que lors du dialogue avec ceux qui nous sont invisibles, les messages sont parfois, donc, comme je l'ai dit, en contradiction avec les idées de ceux qui les reçoivent, ou parfois largement au-dessus des connaissances intellectuelles de la personne qui les reçoit, ou alors parfois dans une autre langue. J'ai eu le cas d'une dame dans le groupe qui s'est une fois exprimée dans une autre langue alors qu'elle ne la connaissait pas. Que pourrait-on en conclure? Et là, je viens au transparent suivant. Qu'est-ce que cela pourrait donc bien nous apporter? Nous venons de voir, a priori, que le nombre de phénomènes observables et reproductibles, c'est tellement important qu'il n'est pas permis de dire qu'ils n'existent pas, que la variété de ceux-ci sont tellement vastes qu'il n'est pas permis de dire qu'il n'y a pas de preuves. Il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas de preuves. Tout comme le nombre de chercheurs, de témoins de tout horizon est tellement grand qu'il est inconcevable de dire que dans tous les cas, il s'agit de personnes crédules, dérangées ou ignorantes.
Nous pouvons donc constater que ce soit dans les visions des mourants, la perception psy, les matérialisations, les expériences aux frontières de la mort, ou tous les autres exemples que j'ai cités ici précédemment, ne font que corroborer ce que l'on a reçu à travers les médiums, qui ne font eux-mêmes que confirmer et codifier l'enseignement spirit. Nous trouvons donc face à des personnes de plus en plus nombreuses, de tout horizon, qui confirment ces réalités et qui sont à la recherche d'explications. Ce n'est bien sûr pas parce que l'on croit une chose qu'elle est vraie, mais à l'inverse, ce n'est pas parce que l'on croit qu'une chose est impossible qu'elle doit être fausse. L'histoire est là pour nous montrer que bon nombre de fausses idées ont été érigées en vérité et qu'à l'inverse, de grandes vérités ont été rejetées ou ridiculisées avant d'être reconnues comme telles. C'est grâce à tous ces chercheurs, tous ces pionniers que l'on a fait reculer les limites de la connaissance. Sans elles, où en serions-nous aujourd'hui? C'est par cette volonté d'aller toujours plus loin que l'homme est parvenu à ce qu'il est, à comprendre et savoir tout ce qu'il a aujourd'hui. Et c'est en continuant dans cette voie qu'il, pour moi, il prouvera que notre vie est éternelle. Il est vrai que les technologies actuelles ne nous permettent pas encore de démontrer actuellement la réalité spirituelle de manière scientifique, si ce n'est quelques incursions dans le monde de l'au-delà à travers ce que l'on appelle la transcommunication instrumentale. Cependant, les faits sont tellement nombreux qu'il n'est pas possible de dire qu'il n'y en a pas. Si la science venait enfin à confirmer la survivance de notre conscience, de notre âme, le nombre de questions qui s'ouvriraient à nous alors deviendrait encore plus vaste. Car ces découvertes impliquent non pas un aspect limité des choses, mais remet en lumière tous nos systèmes de valeurs et le mode de fonctionnement de notre société. C'est ainsi que de nouvelles interrogations, de nouveaux champs d'investigation s'ouvriraient devant nous pour mener à bien notre destinée, la destinée humaine. Je demanderais qu'on avance le transparent 2 fois s'il y a moyen. Donc, si notre conscience est non locale, les questions suivantes pourraient être posées. Que devient notre conscience à la mort de notre corps physique? Survient-elle à la mort de celui-ci? Notre conscience ou notre âme se réincarne-t-elle? C'est aussi un autre point important. Notre conscience suit-elle un processus évolutif suivant un plan établi? Que sommes-nous? Quelle place avons-nous dans l'immensité de l'univers? Quel est notre devenir? Ceci ne représente que quelques-unes des questions que tôt ou tard nous devrons nous poser et apporter les réponses car elles sont fondamentales. Il est clair que la philosophie spirit nous en apporte énormément, mais malheureusement, elle n'est pas connue, cette philosophie spirit. J'ai la conviction donc que les phénomènes de quelque nature qu'ils soient, qui nous parviennent depuis ici presque 2 siècles, de manière scientifique, je vais dire, n'ont d'autre but que de nous prouver que nous sommes des êtres immortels, des parcelles de conscience en évolution émanant de la conscience universelle que certains appellent Dieu, qui devons, par notre propre travail, nous améliorer pour atteindre une autre dimension que le plan spirituel dans lequel nous sommes enfermés actuellement. Peut-être partagez-vous mes convictions et que vous êtes déjà convaincu que notre vie ne se limite pas à quelques décennies pour disparaître à tout jamais. Celui qui a bien compris que sa vie ne se limite pas à une vision totalement différente d'envisager l'existence et la voir sous un autre angle. Cette vision d'ailleurs n'est-elle pas plus extraordinaire et motivante que la vision matérialiste qui nous réduit à un assemblage de molécules destinées à disparaître à tout jamais? Le monde spirituel qui nous entoure nous a transmis un enseignement sans précédent repris dans la philosophie spirit codifiée par Allan Kardec. La majorité des questions existentielles que l'homme se pose trouvent leur réponse dans cet enseignement.
Il ne nous dit pas de croire et de comprendre, si on peut, mais comprenez d'abord. Il invite toute personne de bonne foi à l'étudier, le critiquer, cherchant les failles et à se soumettre aux conquêtes des autres sciences. Si les autres sciences venaient à démontrer que ce que l'on considère comme des réalités ne sont pas, il faudrait les accepter, comme dirait Kardec. Le spiritisme nous dit également, ne vous contentez pas, aux dénégateurs, de dire que cela n'est pas, mais prouvez par des faits que cela ne peut pas être. Il dit encore et surtout, dites-nous ce qu'il y aurait à la place pour expliquer tous ces faits. La force du spiritisme réside pour moi dans 3 choses essentielles. D'une part, la reproductibilité des phénomènes qui apportent des bases vérifiables et tangibles à son enseignement et pour son étude. Il est évident qu'on ne peut pas faire des phénomènes n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais on peut les reproduire à travers la communication médiumnique. Ça, c'est une force. Deuxièmement, il responsabilise chacun d'entre nous par la prise de conscience qui en découle tout naturellement. Et enfin, par sa devise « Or la charité poète salut », il nous invite au respect des êtres et des choses dont le monde a, je pense, grandement besoin pour le moment. Si la réalité est bel et bien ce que nous apprend l'enseignement spirit, il devient plus que jamais évident qu'il est de notre devoir de bâtir une société au service de l'homme et non plus une société au profit de quelques-uns au détriment de l'ensemble. Ce ne sera qu'en revenant aux bases du pourquoi de la vie que nous pourrons résoudre les problèmes qui gangrènent la société actuelle. Et Dieu seul sait s'il y en a. D'abord en prenant conscience, ensuite en réajustant notre comportement en conformité avec les lois de la vie, pour ne pas dire avec les lois divines. Mais pour arriver à cela, il nous faut des personnes responsables dans le vrai sens du terme, des personnes qui auront à cœur de défendre des valeurs éthiques et morales, qui manquent bien souvent à notre société. Il nous faut bâtir un monde plus solidaire, plus responsable, plus équitable, plus respectueux et plus fraternel. Et pour atteindre cet objectif, il faut l'engagement concret de chacun d'entre nous. Tôt ou tard, il faudra placer ou replacer l'homme au cœur de la société, faute de quoi, à terme, elle court à sa perte. Cela est bien entendu une toute autre histoire qu'il nous appartient encore d'écrire. Mais je constate que ce que l'homme n'a pas encore pu faire de lui-même jusqu'à aujourd'hui, un certain virus est peut-être en train de l'y obliger. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Paul. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent? J'aurais peut-être juste concernant là, les expériences de mort imminente là, ou aux frontières de la mort, c'est